Bon, ces grands principes, c'est bien gentil, hein, mais encore faut-il avoir des formules qui nous permettent de faire des calculs effectifs et de pouvoir en tirer quelque chose. Parce que, après tout, simplement savoir qu'il existe un machin qui varie et qui augmente dans le cas des systèmes thermiquement isolés, ça ne nous avance pas forcément à grand-chose. Alors, comme d'habitude, on va ici utiliser des modèles. Les modèles thermodynamiques habituels sont le gaz parfait, d'une part, pour tout ce qui est gaz, et pour tout ce qui est liquide, solide, on a le modèle des phases condensées, incompressibles et indilatables. Et pour ces deux modèles-là, on aura des expressions explicites de la variation d'entropie qu'on va pouvoir expliquer en termes justement de mesure de bordel ambiant ou mesure d'agitation ou de désordre que peut avoir votre système. Donc ça va être les deux premiers. Et puis ensuite, on va aussi s'intéresser à l'évolution de l'entropie d'un thermostat, puisque les thermostats vont être les choses avec lesquelles la plupart du temps on va mettre en contact nos systèmes. Et donc ce sera intéressant de connaître les variations d'entropie correspondantes. Alors, pour un gaz parfait, on peut démontrer que l'entropie peut s'exprimer en variable T et V. Donc cette démonstration, on pourrait la faire l'an prochain quand vous reformulerez les deux premiers principes de la thermodynamique en termes différentiels, et puis vous saurez un petit peu mieux manipuler les différentiels et les dérivés partiels, notamment l'intégration des dérivés partiels. Mais cette expression, donc on va dire que l'entropie pour une température T et un volume V, c'est la valeur qu'on avait en T0 et en V0, plus un décalage, alors, qui va faire intervenir le CV molaire avec le rapport, le ln des rapports de température T et T0, et le NR, avec R, la constante des gaz parfaits, on a bien un gaz parfait, ln de V sur V0. Alors normalement, ces formules-là, on va en voir trois, en TV, en TP et en VP. Ces trois types de formules sont censées vous être données, mais bon, d'ici l'année prochaine, vous saurez les calculer. Donc il faudra bien quand même les connaître lors des concours. Donc dans les exercices, ils seront rappelés au début de la feuille de TD, mais il est possible que vous ayez à les utiliser, donc il va falloir s'en souvenir. Donc pour un gaz parfait, on a ça, et donc on peut aussi écrire ça, tout simplement, c'est N CV molaire ln de T plus NR ln de V plus une certaine constante, la constante faisant intervenir le ln de T0, le ln de V0, qui se soustrait, parce que quand vous avez ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B, même si en l'état, on n'a plus trop l'impression que c'est homogène, et puis la valeur de l'entropie quand vous êtes à cet endroit. Donc ça, c'est une première expression. Du coup, on est capable de calculer la variation d'entropie entre I et F, c'est l'entropie dans l'état final, c'est-à-dire à la température finale et au volume final, moins l'entropie à l'état initial, c'est-à-dire à la température initiale et au volume initial. Quand je remplace ces expressions-là, vous voyez, je vais utiliser celle-ci, on va le voir, le S de T0, V0 va se simplifier. Il apparaît là, et là, dans la différence, il va disparaître. Le moins NCV ln de T0 va aussi se simplifier, puisqu'il apparaît dans le premier et dans le deuxième. Pareil pour le moins NR ln de V. Donc en fait, tout ce qui est mis dans cette constante-là va se simplifier. En revanche, je vais avoir du NCVM ln de TF, moins la même chose en TI. Donc ça va pouvoir s'écrire NCVM ln de la température finale sur la température initiale, plus NR ln du volume final sur le volume initial. Je vous encourage à écrire ce truc-là pour voir que effectivement ça se simplifie juste comme il faut en faisant jouer les logarithmes ensemble, et ça permet d'obtenir une expression. Vous voyez que si la température augmente, l'entropie, donc c'est la température finale à volume constant si la température finale est plus grande que la température initiale. Donc si je suis à volume constant, ln de 1, ça fait 0, donc tout va bien, je peux utiliser mon fameux théorème de la main droite et puis cacher la partie qui m'embête. Donc ln de la température finale sur la température initiale, si la température finale augmente, est plus grande que la température initiale, j'ai que l'entropie augmente. Pourquoi ?
Parce que si la température augmente, l'agitation des molécules augmente, et donc vous avez moins d'informations sur où se trouve une molécule. Si vous prenez une molécule et qu'elle se déplace à faible vitesse parce que la température est faible, l'information sur son emplacement, vous perdez de l'information au fur et à mesure parce qu'elle peut se balader partout, mais ça grandit lentement. Alors que si elle va à une grande vitesse, très rapidement vous perdez l'information sur où se trouve cette molécule. De la même manière, si vous restez à température constante mais que vous augmentez le volume, votre molécule que vous étiez en train de regarder peut se balader dans un volume plus grand, donc vous avez moins d'informations sur sa position géographique, donc une entropie qui va être plus importante. Donc là, c'est totalement logique que ça augmente quand la température augmente et ça augmente quand le volume augmente. Après, l'histoire du Ln, c'est des détails de calcul, mais il faut le garder en tête, ça vient du delta Q sur T, et le delta Q, ça va être du CV dt, donc ça nous fait apparaître ce dt sur T qui s'intègre en logarithme. Donc ça, c'est pour les variables T et V. Alors normalement, il vous suffit d'en avoir un seul, et vous êtes tranquille puisque comme PV égale nRT, je vous rappelle qu'on est en train de considérer un gaz parfait, comme PV égale nRT, on connaît le rapport des volumes comparé au rapport des pressions, ça va nous donner le rapport des températures. Donc le rapport des pressions fois le rapport des volumes est égal au rapport des températures, et donc le rapport des volumes peut s'exprimer en fonction du rapport des pressions et du rapport des températures. Quand je le mets ensemble, si je regarde S non plus comme une fonction de T et V, mais comme une fonction de T et P, ça va s'écrire S de T0, V0, plus N fois, alors il y aura à nouveau une capacité thermique, mais au lieu d'être la capacité à volume constant qui intervenait quand il y avait du volume, là-dedans, ça va être la capacité à pression constante, molaire, puisque je joue sur la pression, et notamment je vais regarder si jamais la pression est constante, le terme en pression, vous allez voir qu'il va être nul, et donc forcément dans la capacité thermique, c'est le Cp qui va intervenir. Donc j'ai du NCP ln de T sur T0 moins NR ln de V sur V0. C'est ln de P sur P0. Attention, je travaille en pression. Alors pourquoi moins? Parce que vous avez que PV égale nRT, que P0, V0 c'est nRT0, et donc quand je fais le rapport, V sur V0, c'est T sur T0 multiplié par l'inverse de P sur P0, donc le moins 1 qui est là, quand je passe dans le ln, ça sort ici. Et vous voyez que je vais avoir du ln de T sur T0 qui intervient de ce terme-là et de celui-là, et j'aurai du CV, NCVM, plus NR. Et CV plus NR, c'est CP, c'est déjà ce qu'on avait démontré dans la partie quand justement on avait introduit ce coefficient de Laplace gamma et qu'on pouvait montrer que CP et CV s'exprimaient entièrement en fonction de gamma, c'est la relation de Mayer. Donc à garder à l'esprit, vous pouvez retrouver cette expression si jamais on vous en donne qu'une seule. Il suffit d'écrire le rapport des volumes en fonction du reste et de faire attention que CP c'est CV plus NR, ce qui nous permet de le faire apparaître. Et vous voyez que là aussi, je peux l'écrire comme N Cp molaire ln de T moins NR ln de P plus une certaine constante qui n'est pas la même que tout à l'heure. Là, je m'aperçois que j'ai fait la même bêtise, donc c'est T0, P0. Alors notez bien que là, c'est pas une fonction au sens mathématique, c'est pas S qui est fonction de deux variables et les noms des variables, je m'en fiche. C'est une fonction au sens, c'est une grandeur au sens physique, je parle toujours de l'entropie. La fonction mathématique qui la représente est différente selon que je choisis comme variable T et V ou T et P, puisque là, ça a du sens. La température, c'est la température, la pression, c'est la pression, et le volume, c'est le volume, et puis le volume, c'est pas la pression. Bon. Dernière chose, si je me place en variable P et V, vous aviez ça. Alors, non, avant de faire en variable P et V, il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe quand je regarde la variation de l'entropie. Vous voyez que
c'est de nouveau l'entropie pour la température finale, la pression finale, moins l'entropie à la température initiale, la pression initiale. Et quand je fais cette différence-là, ce terme-là se simplifie. Là, le terme en T0 et en P0, il se simplifie aussi. Par contre, j'aurai TF sur TI et du PF sur PI. Donc, j'aurai du N Cp molaire ln de la température finale sur la température initiale, moins, il faut bien faire attention, c'est le moins qui est là, et qui vient de ce puissance moins 1, moins Nr ln de la pression finale sur la pression initiale. Voilà, et donc maintenant si je me place en variable pression-volume, j'ai que l'entropie en fonction de la pression et du volume, c'est une valeur pour une pression et un volume de référence que je suis censé connaître pour avoir l'origine, mais comme la plupart du temps on calcule des variations d'entropie, on s'en fiche de l'origine exacte de ce truc-là. Ça fait intervenir le CV pour le ln des pressions, mais ça fait intervenir le Cp pour le ln des volumes. Là encore, pour le retenir, il faut se souvenir qu'il y a une sorte de chassé-croisé. Le C à volume constant, c'est justement quand le volume est constant, ce terme-là disparaît, donc il me reste le CV, effectivement, et le C à pression constante, quand la pression est constante, c'est ce terme-là qui va disparaître, et il me reste du côté le Cp qui va m'intéresser. Vous voyez que ça s'écrit N CV molaire ln de P plus N Cp molaire ln de V plus une constante. Et donc, si je calcule la variation d'entropie, qui va être l'entropie à la pression finale au volume final, moins l'entropie de la même chose si j'impose une pression initiale et un volume initial donné, de nouveau ça va se simplifier et je vais avoir du N CVM ln de la pression finale sur la pression initiale plus N Cp molaire ln du volume final sur le volume initial. Donc là encore, des expressions qui se trouvent l'une par rapport à l'autre, puisque cette fois-ci, c'est par exemple ici, il va falloir remplacer le rapport des températures en disant c'est le rapport des pressions fois le rapport des volumes. Donc je vais avoir du NCV devant le ln du rapport des pressions, plus du NCV devant le ln du rapport des volumes, plus NR devant le ln du rapport des volumes, donc du CV plus MR qui me donne du CP devant le rapport des volumes, sachant que ça c'est bien N, puisque c'est le nombre de moles et c'est le Cp molaire qu'on a à disposition. Alors un petit exercice d'application directe pour les formules qui donnent la variation d'entropie pour un gaz parfait. Donc on considère de l'air dans une turbine adiabatique qui est détendue depuis une pression P1 de 6,8 bar à une température T1 qui vaut 430 degrés Celsius. Alors méfiez-vous, il vous donne en degrés Celsius, il faudra tout de suite penser à convertir en Kelvin par la suite. Et on va jusqu'à une pression P2 de 1 bar et une température mesurée T2 à 150 degrés Celsius. Et on demande de montrer que l'évolution est forcément irréversible et de pouvoir calculer la variation d'entropie massique. Alors pour montrer que l'évolution est irréversible, étant donné que la variation d'entropie est donnée par S échangé plus S créé, que ce S échangé elle est égale à 0 parce que c'est adiabatique, vous voyez que si l'évolution est irréversible, on aura ici un delta S supérieur à 0. On a en fait l'archétype du système thermiquement isolé pour lequel la variation d'entropie est positive strictement si c'est irréversible et nulle si jamais c'est réversible.
il suffit d'essayer de calculer cette évolution. Et pour calculer cette évolution, on peut revenir à la formule qui était donnée en variable T et P pour avoir la variation d'entropie. Et vous voyez que ça s'écrit N delta S s'écrit N Cp molaire ln de la température finale sur la température initiale, moins Nr ln de la pression finale sur la pression initiale. Alors, pour un gaz parfait, on connaît Cp, c'est gamma Nr, donc le Cp molaire, mais là j'ai le Cp en entier, du coup ça me fait gamma Nr sur gamma moins 1, ln du rapport de température, moins Nr ln du rapport des pressions. Et donc, si je mets Nr en facteur, je peux même mettre Nr sur gamma moins 1 en facteur de ln de T2 puissance gamma P2 puissance 1 moins gamma sur T1 puissance gamma P1 puissance 1 moins gamma. On voit en fait que on sera réversible à condition que l'on vérifie la loi de Laplace qui correspond pour les variables t et p. Donc faites attention, lors de la mise en facteur, il y a un moins qui du coup fait passer puissance 1 moins gamma plutôt que gamma moins 1. Mais vous avez exactement l'évolution voulue. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique pour ce truc-là et voir quelle est la valeur correspondante. Donc, alors le gamma de l'air, il vaut 1,4, et donc maintenant, si je regarde la valeur de T2, alors T2, on a dit que c'était 150, donc 150 plus 273, divisé par T1 qui vaut 430 degrés Celsius, donc plus 273, le tout à la puissance 1,4, donc ça, c'est pour mon premier terme, T2 sur T1 à la puissance 1,4. Et P2, on a dit que c'est 6,8 bar. Donc 6,8 divisé par 1. Puisque je sors à 1 bar. Et à la puissance 1 moins gamma, ça fait du moins 0,4. Et vous voyez que j'obtiens un rapport de 0,22 qui est très différent de 1. Donc si je prends juste ce bout-là, ça me fait 0,228. Si je prends le ln de 0,228, vous voyez que ça me donne, ce terme-là me donne du moins 1,478. Et là, j'ai un problème parce que je me retrouve avec quelque chose de négatif. J'ai une variation d'entropie qui est négative alors que je m'attendais à ce que ce soit positif. Et là, soit j'ai mis à mal toute la thermodynamique, soit il y a une erreur dans l'énoncé, soit vraisemblablement j'ai fait moi-même une erreur. Alors est-ce que vous l'avez vu, cette erreur? Réfléchissez à quel endroit j'ai pu faire une erreur. Regardons. Là, j'ai bien la température finale sur la température initiale et normalement, j'aurais dû avoir la pression finale sur la pression initiale. Or, j'ai mis la pression initiale sur la pression finale, donc finalement, je vais avoir l'inverse. Donc, je devrais avoir une puissance 0,4, donc 0,4 plus, voilà. Et donc, j'ai quelque chose qui est déjà plus proche de 1, mais quand même légèrement différent de 1. Alors, j'aurais pas dû souligner, mais j'obtiens du 1,057 et donc le ln va nous donner du 0,057 de la même manière. Donc là, je me retrouve avec du ln de 1,057 et logiquement, voilà, 0,055. Donc, ce truc-là, c'est 1,057 et donc le ln en question, c'est 0,055. Donc, c'est différent de 0. Alors, c'est quand même relativement proche, mais si les mesures sont correctes, par exemple, je vais prendre, si jamais j'étais à 140, je me rapproche, 130, hop, là je suis trop loin, donc 135,
degrés Celsius, vous voyez que je suis quand même à une température mesurablement différente de ce à quoi je devrais obtenir pour obtenir une évolution qui soit effectivement réversible. Donc votre système est en évolution irréversible automatiquement et vous avez cette expression qui apparaît naturellement. Et donc l'entropie va légèrement augmenter. Si on fait le tracé dans le diagramme température-entropie, donc le diagramme va donner l'entropie en fonction de la température. On est passé de la température de 450 degrés Celsius. Alors non, température-entropie, c'est comme le diagramme PV, là c'est le diagramme TS, donc c'est la température ici et le S là. Et donc on est passé de 450 degrés Celsius à 430 à 150. 430 à 150 degrés Celsius. Et l'entropie a légèrement augmenté. Donc je vais avoir un dessin qui aura une tête comme ça, avec une légère augmentation de l'entropie lors de cette détente. Voilà, donc ça nous donne ce qu'il faut savoir pour le gaz parfait. Et une fois qu'on a les informations pour le gaz parfait, on va pouvoir retrouver ce qui se passe lors d'une évolution isentropique. Alors, une petite chose, ça c'est si le gamma est constant, c'est-à-dire indépendant de la température. Si le coefficient de Laplace est indépendant de la température, alors on a ces formules-là. Inversement, si on vous propose ces formules-là pour modéliser votre gaz, vous pouvez en déduire que votre gamma est indépendant de votre température. Donc justement, je veux considérer une évolution isentropique d'un gaz parfait et retrouver, grâce à cette expression-là, la loi de Laplace. Donc loi de Laplace. Alors, on prend n mol de gaz, de capacité thermique indépendante de la température, et on suppose qu'il y a une évolution isentropique. Alors d'abord, un petit rappel, le CV d'un gaz, c'est Nr sur gamma moins 1. D'où le CV molaire, c'est R sur gamma moins 1. Et le CP molaire, c'est gamma fois le CV molaire, et donc c'est gamma R sur gamma moins 1. Donc on a des expressions explicites en fonction de gamma, de la capacité thermique à volume constant et de la capacité thermique à pression constante, les deux en version molaire. Donc si j'écris la dernière expression de S que j'avais à disposition, ça va être N fois le CV molaire ln de la pression, plus N fois le CP molaire ln du volume, plus une constante. Donc ça peut s'écrire, si je remplace, vous voyez qu'il y a du R sur gamma moins 1 qui traîne un petit peu partout. Donc je vais avoir du NR sur gamma moins 1, facteur de ln de P, ça c'est le CV, plus gamma ln de V, plus une constante. Et donc, je me retrouve avec du NR sur gamma moins 1, ln de P fois V puissance gamma, plus une constante. Résultat, vous voyez que seul le produit PV gamma intervient dans l'expression isentropique. Si S est constante lors de l'évolution, mais étant donné que la constante elle ne bouge pas, ni en fonction de P, de V, de T, il y a le but de cette constante, eh ben, il faut que ce terme-là soit constant, et la seule manière que ce terme-là soit constant, c'est que le produit PV puissance gamma soit constant. Alors, PV puissance gamma, c'est une constante. On retrouve la loi de Laplace.
Et vous pouvez faire l'exercice si vous voulez, de déterminer à partir des autres expressions, en fait, et de montrer les autres lois de Laplace. Hein, je vous rappelle qu'une autre loi de Laplace, ce serait par exemple TV puissance gamma moins 1 égale constante, ou alors T puissance gamma, P puissance 1 moins gamma égale constante aussi. Donc ces expressions-là découlent directement de l'expression de l'entropie. Et donc vous pouvez retenir que lors d'une évolution isentropique, un gaz parfait vérifie ou suit la loi de Laplace. Donc, évolution isentropique avec gamma constant, ça vérifie la loi de Laplace. Et comme la loi de Laplace, il suffit du coup, quand vous avez l'hypothèse gaz parfait et isentropique qui apparaît dans une évolution, vous pouvez utiliser la loi de Laplace comme si c'était adiabatique réversible. C'est exactement pareil. Donc ça, c'est pour un gaz parfait. Alors, on va faire rapidement l'entropie pour une phase condensée. Vous vous souvenez que les gaz parfaits et les phases condensées ont pas mal de choses qui se ressemblent. C'est justement l'une des grandes difficultés de la thermodynamique, c'est de faire la part des choses entre ce qui est pareil et ce qui est différent. Parce qu'un gaz, c'est pas du tout la même chose qu'un solide. Mais pour autant, la variation d'énergie interne, ça va être CV delta T. Si CV est constant au cours de la température. Enfin, ne dépend pas de la température. La variation d'enthalpie, delta H, ça va être CP delta T. Ça, c'est valable pour un gaz parfait et aussi pour une phase condensée. Là, pour une entropie, étant donné qu'en fait, si on se place dans le cadre indilatable, incompressible, indilatable, donc entropie pour une phase condensée, incompressible bien sûr et indilatable, étant donné que la démonstration découle de l'expression d'entropie découle de l'expression de la variation d'énergie interne dans votre système, c'est relativement naturel qu'on tombe sur quelque chose qui ressemble beaucoup. Déjà, première chose, l'entropie ne va dépendre que de la température, parce que comme c'est incompressible, indilatable, le volume il ne change pas quand vous changez la pression, enfin le volume reste pareil, donc si on regarde l'entropie en fonction de T et de V, comme V ne change pas, ça ne dépend que de T. Et vous avez que ça vaut l'entropie à T0 plus C ln de T sur T0, ou on peut aussi écrire ça C ln de T plus une constante. Alors faites attention, ce n'est pas le même C, c'est celui de constante. Là, c'est la capacité thermique totale de la phase condensée. Alors vous me direz, il ne précise pas si c'est à pression ou à volume constant. Enfin, comme elle est indilatable, incompressible, votre phase condensée, être à pression constante, c'est pareil qu'être à volume constant. Le volume, il ne bouge pas. Donc, c'est la même valeur. Et donc, on ne précise pas. C'est juste la capacité thermique de votre solide. Alors, bien sûr, c'est proportionnel à la masse. Donc, si vous avez une masse et une capacité thermique massique, vous aurez que votre grand C, ça va être M fois le petit c, où petit c, c'est la capacité calorifique massique de votre système. Donc ça permet d'avoir l'expression, et si vous devez calculer la variation d'entropie entre l'état initial et l'état final, ça sera C ln de la température finale sur la température initiale. De nouveau, quand vous faites la différence, la constante, comme elle est constante et que c'est la même dans les deux cas, elle disparaît. Et vous vous retrouvez avec juste la différence des ln de T et donc le ln du rapport des températures. Vous voyez que
ça ressemble pas mal quand même. Ces deux expressions-là, étant donné que le volume est constant, vous obtenez ça. Et donc, alors, ne venez pas me dire qu'une phase condensée, c'est un gaz parfait. Hein. Surtout pas, c'est pas un gaz parfait de volume constant. Ça n'a rien à voir. Mais d'un point de vue mnémotechnique, les formules se ressemblent fortement. Et donc, on aura des calculs qui seront relativement similaires quand vous utilisez un gaz parfait ou une phase condensée. Allez, un petit exercice d'application directe de calcul d'entropie dans un calorimètre. Donc là, vous avez un calorimètre de capacité thermique négligeable dans lequel on mélange deux quantités d'eau. Donc j'ai une masse M1 d'eau à une température θ1 et je lui rajoute une masse M2 d'eau à une température θ2. Et on va vouloir déterminer la variation d'entropie. Alors déjà, première chose, il faut calculer la température à l'équilibre. Là, c'est pas du tout une question d'entropie, c'est une question uniquement de premier principe. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour notre système? On a une évolution qui est adiabatique et isobare. Adiabatique et isobare. Donc, le fait que ce soit adiabatique, ça me dit que le transfert thermique est nul. Le fait que ce soit isobare, ça me dit que la variation d'enthalpie de mon système est nulle. Et donc, j'en déduis que lors de l'évolution, la variation d'enthalpie globale va être égale à 0. La variation d'enthalpie, étant donné que c'est une fonction qui est extensive, ça va être la variation d'enthalpie de la masse M1 plus la variation d'enthalpie de la masse M2. Donc ça va s'écrire M1, c'est de la différence de température. Donc, alors on va les écrire avec les θ, étant donné que une différence de température en Celsius ou en Kelvin, c'est pareil. Plus M2, c'est le θ équilibre moins θ2. Voilà, et donc on a ça qui est égal à 0, et vous pouvez facilement en tirer que le θ équilibre, ça s'écrit M1 θ1 plus M2 θ2 sur M1 plus M2. Donc là, on est capable de trouver l'expression explicite et de faire après l'application numérique correspondante. On va d'abord faire toutes les parties, la partie théorique. Donc maintenant, on vous demande de déterminer la variation d'entropie de chacune des masses d'eau. Donc si je peux calculer delta S1, c'est la capacité thermique. Si je réutilise l'expression qui est donnée ici, la variation d'entropie pour une phase condensée, c'est sa capacité thermique fois le log du rapport des températures en Kelvin. Donc j'ai M1C1, ln de la température d'équilibre divisé par T1, bien penser à le mettre en Kelvin. Delta S pour la masse M2, ça sera M2C ln de la température d'équilibre divisée par T2. Donc là, je me retrouve avec les deux expressions. On va faire l'application numérique et je vous le donne en mille. Si je prends la somme delta S1 plus delta S2, qu'est-ce qui va se passer? Alors d'abord, donc dans l'expression, on a que θ1 est de 20 degrés, θ2 est de 80 degrés, donc la température va être quelque part au milieu, entre 40 et 60 degrés à peu près, vu les valeurs des masses. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que la variation d'entropie pour la masse M1, étant donné que cette masse se réchauffe, il y a plus d'agitation, donc plus de désordre, donc l'entropie sera plus importante. Donc cette variation d'entropie devrait être positive. Celle-ci, en revanche, elle va être négative, puisque vous refroidissez votre système, il y a donc moins d'agitation, et donc une entropie qui va être plus faible. Quand je somme un positif et un négatif, je ne sais pas trop ce que je vais obtenir. Là, je le sais, parce que c'est de la thermodynamique, que l'ensemble du système est isolé thermiquement de l'extérieur. J'ai donc une évolution d'un système thermiquement isolé, et cette évolution se fait forcément avec une variation d'entropie supérieure ou égale à 0. Est-ce que mon processus est réversible? Non. Une fois que vous avez mélangé vos deux masses d'eau,
c'est fini. Vous pouvez plus simplement les séparer et avoir une partie à 20 degrés Celsius et l'autre à 80. Donc, je dois trouver quelque chose de positif. On va vérifier à l'application numérique pour voir ce que ça donne. Alors déjà, première chose, la température d'équilibre. Donc, on a 200 grammes fois la température des 20 degrés Celsius, plus 300 grammes, ah non, c'était 300 grammes pour les 20 degrés Celsius, 200 grammes pour les 80, divisé par les 500 grammes, alors j'ai tout de suite simplifié par 100, et vous voyez que j'ai une température d'équilibre qui sera de 44 degrés Celsius. Bien. Ensuite, là par contre, il va falloir que je fasse attention aux valeurs. On vous donne la capacité calorifique de l'eau en joules par gramme par Kelvin. Donc ça c'est bon, je peux laisser en grammes. Donc je vais avoir 200 multiplié par 4,18 joules par gramme par Kelvin. Et je multiplie ça par le logarithme du rapport des températures. Alors, dans les températures, j'ai 44 plus 273 divisé par 293. J'ai rajouté 20 directement de tête. Et, Sophie l'a mal écrit. Voilà. Et je me retrouve avec un truc qui est effectivement positif. J'ai un delta S1 qui sera de 66 joules par Kelvin. Alors, à noter que l'ordre de grandeur effectivement habituel des entropies, c'est de l'ordre de la dizaine de joules par Kelvin. On n'est pas tellement dans les kilojoules, contrairement à ce qu'on manipulait les énergies. Ensuite, je veux faire la même chose, mais pour le deuxième. Donc, le deuxième, cette fois-ci, il y a 300 grammes. Et la température d'équilibre, c'est 60 degrés de plus, donc il suffit que je rajoute 60 ici, 60, voilà, et là j'obtiens un truc qui est négatif, delta S2 vaut moins 135 joules par Kelvin, et vous voyez que la somme est négative, donc il y a un souci, il y a un gros souci. Il y a un gros souci, parce que de nouveau, j'ai inversé les masses. Donc là, j'avais que 200 grammes. Donc 200 grammes, c'est bien M2. 200 grammes, donc en fait, j'obtiens du moins 90. Moins 90 joules par Kelvin. Et tout à l'heure, j'avais 300 plus 0 et plus 98. Voilà, c'est mieux ça. 98. Et là, vous voyez que la somme est bien positive. J'ai une variation totale qui est de l'ordre de 8 joules par Kelvin. Et c'est l'ordre de grandeur habituel des applications numériques que vous devez trouver. Et puis, vous avez quelque chose qui est bien positif, comme on pouvait s'y attendre, à condition, bien sûr, de ne pas faire d'erreur dans les applications numériques. Alors, on va parler maintenant du cas particulier du thermostat. Alors, que dire du thermostat? On va redonner la définition du thermostat. On l'avait déjà donné, mais vous aviez à l'époque pas encore tous les outils pour bien comprendre les implications de chaque partie de la définition. Donc là, maintenant qu'on a tout ça, on en avait besoin, donc il fallait bien définir quelque chose. Mais je pense qu'on est mieux armé à présent pour déterminer ce qu'il faut savoir sur cette définition. Donc on appelle thermostat. On appelle thermostat. Ou vous trouverez aussi dans quelques exercices source de chaleur, même si le terme chaleur est à proscrire normalement. Donc on appelle thermostat un système fermé, toujours fermé, n'échangeant de l'énergie avec le milieu extérieur que sous forme thermique. N'échangeant de l'énergie avec le milieu extérieur
que par transfert thermique. Et en plus, sans que sa température ne change. C'est ça qui est magique avec un thermostat. Donc, que par transfert thermique et sans que sa température on va appeler TTH pour T-thermostat, ne change. Sans qu'elle ne change. Du coup, TTH est la seule variable d'état de notre thermostat. Donc il est entièrement déterminé par cette valeur. Après, les réalisations d'un thermostat vont être différentes. Si vous réalisez le thermostat en faisant un mélange de glace et d'eau liquide, bien sûr, la proportion de glace va décrire l'état de votre thermostat, mais d'un point de vue thermique, il n'y a que TTH qui va être important pour les... c'est pas la quantité de glace qui va être importante pour les interactions avec l'extérieur, mais c'est cette température-là. Donc c'est sa seule variable d'état, constante par ailleurs. Et donc TTH est la seule variable d'état du thermostat. Et l'évolution du thermostat est supposée réversible, de sorte qu'on puisse calculer entièrement ce qui va lui arriver, de sorte que la variation d'entropie du thermostat, c'est entièrement l'entropie qui a été échangée lors de l'évolution par le thermostat, donc reçue ici par le thermostat, et c'est le transfert thermique reçu par le thermostat divisé par la température du thermostat, puisque la frontière du thermostat est à sa température qui reste gentiment constante, et quand vous faites la somme des delta Q sur T thermostat avec T thermostat constant, vous pouvez le sortir de l'intégrale. Il me reste la somme de tous les petits transferts thermiques élémentaires qu'il a reçus lors de son évolution et donc le gros transfert thermique lors de l'évolution totale. C'est ça, c'est ce à quoi ça correspond. Donc le thermostat, il n'échange que par transfert thermique sans que sa température ne change, et la variation d'entropie du thermostat, on a une expression explicite pour ce cas pratique. La réalisation, donc réalisation pratique du thermostat, on va dire que CTH, c'est la capacité thermique du thermostat. Alors, normalement, vous avez, si on a une évolution isocore, vous avez que C fois delta T, c'est delta U, et c'est le transfert thermique reçu par le thermostat lors de cette évolution. Alors, votre système, si c'est pas isocore mais isobar, ce sera delta H, mais ce sera aussi C delta T, puisqu'en règle générale, votre thermostat il va être avec quelque chose de... Enfin, ce sera calculable, disons, avec ça. On va prendre un thermostat, par exemple l'atmosphère, qui évolue à volume constant et puis avec lequel vous échangez beaucoup d'énergie sous cette forme-là. Vous voyez que la variation de température du thermostat, c'est le transfert thermique divisé par C, TH. Et donc, si vous prenez un système suffisamment grand, avec une capacité thermique qui est très très grande, comparée à... Enfin, on ne peut pas le comparer directement, mais tel que la capacité thermique multipliée par une variation de température indiscernable vous donne le transfert thermique, alors vous allez pouvoir avoir ça. Donc on a
delta T qui tend vers 0 si CTH est très grande. Très grande devant quoi? Très grande devant la capacité thermique du système avec lequel le thermostat est en train d'échanger de l'énergie. En règle générale, vous avez un petit système qui est accroché à votre thermostat et c'est lui que vous voulez prendre. Donc un thermostat, on va se le marquer, est un modèle limite. Il n'existe pas un modèle limite, parce que même l'atmosphère change de température, dont la capacité CTH est très largement supérieure à celle du système avec lequel il est mis en contact. Donc c'est intéressant de savoir comment est-ce que vous pouvez déterminer, approximer, qu'est-ce que vous pouvez considérer comme approximativement étant un thermostat. C'est un machin dont, si vous lui piquez un peu d'énergie ou si vous lui donnez un petit peu d'énergie, par rapport à l'effet que ça aura sur vous, ça va être totalement négligeable de son point de vue. C'est ça qui va être important. Alors on s'intéresse maintenant à la variation d'entropie, non pas du thermostat, d'entropie lors d'un contact avec un thermostat. C'est-à-dire qu'on va mettre notre système thermodynamique sigma, donc sigma, un système thermo, mis en contact avec un thermostat de température TTH. Et j'aimerais essayer d'estimer ce qui va se passer. Alors généralement les thermostats on les représente par des petites boîtes comme ça. Donc j'ai le thermostat de température TCH qui est mis en contact avec mon système thermodynamique sigma. Et il y a des échanges au niveau de cette surface de contact. Et au niveau de cette surface de contact, vous allez avoir que le transfert thermique reçu par le thermostat, c'est le transfert thermique qui est donné par le corps sigma, donc c'est l'opposé du transfert thermique reçu par sigma. Donc il y a équivalence entre les deux. Et de la même manière, l'entropie qui est échangée par le thermostat, ça va être l'opposé de l'entropie qui est échangée, reçue par sigma. Il faut toujours se placer dans cette convention du banquier où, selon celui que vous êtes en train de regarder, c'est toujours l'entropie, ici l'entropie échangée, reçue par votre système, donc soit reçue par le thermostat ou reçue par sigma. Bon, alors, j'aimerais essayer d'estimer la variation d'entropie de mon système et de sigma et de voir s'il n'y aurait pas une borne inférieure que je pourrais donner. Pour ça, il va falloir que je calcule les deux termes. Si je regarde S échangé sigma, on a dit c'est l'opposé de S échangé par le thermostat. Or, le S échangé par le thermostat, si j'en reviens à ma définition, c'est le transfert thermique reçu par le thermostat divisé par la température du thermostat. Maintenant que j'ai ça, le transfert thermique reçu par le thermostat, c'est l'opposé du transfert thermique reçu par sigma. Et donc, moins par moins, ça fait plus le transfert thermique reçu par sigma divisé par la température du thermostat. Parce que la
température de sigma, elle va changer, elle n'est pas bien définie. Il n'y a que le thermostat dont je suis sûr que sa température reste. D'où la variation d'entropie de mon système sigma lors de son évolution, c'est l'entropie échangée par sigma plus l'entropie créée lors de l'évolution de sigma. Et cette entropie créée, elle est supérieure ou égale à 0. Donc ça, c'est supérieur ou égal à l'entropie échangée par sigma. Et l'entropie échangée par sigma, c'est Q reçu par sigma divisé par la température du thermostat. Donc le delta S de mon sigma va être supérieur ou égal au transfert thermique reçu par sigma divisé par la température du thermostat. Ça, c'est un résultat assez fort qui vous permet d'estimer, donc bien sûr, le cas d'égalité, si l'évolution est réversible. Pour notre système sigma. Donc ça vous permet de trouver, d'estimer une variation d'entropie lors d'un contact avec un thermostat, et ça va être tout l'enjeu du chapitre T6 pour lequel on va essayer de déterminer en fait, de regarder comment marchent des machines thermiques qui sont mises en contact avec des thermostats successivement, et donc on aura des informations sur l'entropie correspondante. Alors dernier point, ça va être, on va le mettre ici, le cas particulier des transformations, des transitions de phase. Donc, pour une transformation, pour une transition de phase, un changement de phase, c'est un phénomène qui est réversible. Alors, en général, réversible, on ne parle pas ici d'eau surfondue et compagnie, mais quand on fait une transition de phase, vous allez avoir, dans des conditions normales, une transition de phase à une température donnée, donc changement de phase à T. Donc pour s'assurer qu'on est à C, on se met en contact avec un thermostat, comme ça on est tranquille. Mais cette transition de phase à cette température T va être réversible, de sorte que la variation d'entropie pour cette température T, c'est l'entropie qui va être échangée à cette température T, et c'est donc le transfert thermique reçu lors de l'évolution divisé par T. Or, si on s'est placé à une température T, donc en contact avec un thermostat, c'est qu'on a une évolution qui est isotherme. Et on a vu que isotherme, c'est égal à isobar pour un changement d'état. Et lors d'une isobar, donc isopression, on a que Q, c'est Q lors d'une isobar, et c'est la variation d'enthalpie, du coup, à cette température-là pour le changement d'état. Donc on en déduit qu'il y a un lien direct, là, ça va être delta H sur T, donc on va avoir delta H à cette température qui est égal à T delta S à cette température. Et donc si on divise par la masse du système, on va avoir la variation d'enthalpie massique quand on passe de l'état 1 à 2, qui sera égale à la température de changement d'état, lorsqu'on passe de l'état 1 à 2, fois la variation d'entropie massique lorsqu'on passe de 1 à 2. Et ça, ça vous dit que si vous connaissez la variation d'enthalpie massique, vous savez quelle est la variation d'entropie massique.
Et ça nous donne aussi une information supplémentaire qui était déjà contenue dans ce qu'on savait sur les changements d'état. Je vous avais dit que pour faire une fusion, pour passer d'un état solide à un état liquide, il faut fournir de l'énergie. On a une variation d'enthalpie qui est positive. Et quand vous passez d'un état solide à un état liquide, vous augmentez le désordre, vous augmentez le bordel ambiant puisque vous êtes passé d'un système où les atomes sont les uns à côté des autres bien rangés à un système où ils se baladent encore relativement proches, mais quand même ils se baladent fortement les uns par rapport aux autres. Donc l'information que vous avez sur la position d'un atome à un instant T ne vous donne de moins en moins d'informations à ce qui se passe un petit peu plus tard. Donc l'entropie doit augmenter et le delta S du coup est positif aussi. Et donc en fait on aurait pu raisonner à l'envers en disant que sachant qu'il y a plus de désordre, il y a plus d'entropie, sachant qu'il y a plus d'entropie, delta S va être positif, donc delta H doit être positif. De la même manière, quand vous passez du liquide au gaz, l'entropie d'un gaz est beaucoup plus élevée que l'entropie d'un liquide, et donc vous allez avoir une évolution. En gros, si vous avez solide, liquide et gaz, l'entropie pour un solide est de l'ordre de 1 joule par Kelvin par kilo, pour avoir un ordre de grandeur. L'entropie dans le liquide est de l'ordre de la dizaine de joules par Kelvin par kilo. Et l'entropie dans le gaz, elle est plutôt de l'ordre du millier de joules par Kelvin par kilo. Donc il y a un facteur 100 entre liquide et gaz et juste un facteur 10 entre solide et liquide, parce que la température a beau être plus élevée et l'agitation plus importante, vous avez quand même, ça occupe quand même globalement le même volume. Il y a juste que les molécules peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres dans ce système. Dans cet exercice, on va étudier une manière de fabriquer de la glace qui peut être par exemple utilisée dans les réfrigérateurs à l'américaine qui ont un distributeur de glace intégré. Alors, dans ce système-là, vous avez un récipient qui est à pression atmosphérique, qui est isolé thermiquement de l'extérieur et qui contient de l'eau avec un mélange eau-glace, donc de l'eau et des glaçons qui se baladent. Dans ce récipient, vous plongez un cylindre avec un piston et là c'est toujours bien isolé de l'extérieur et du gaz qui du coup va se retrouver à la température T0 de 273 Kelvin qui est la température de changement d'état de l'eau à pression atmosphérique. Et ce gaz évolue de manière réversible de P1 égale 7 bars à P2 égale 3 bars. En soulevant le piston, vous tirez sur votre piston et puis votre gaz se détend, vous tirez suffisamment lentement pour qu'il y ait toujours équilibre et puis ça, on va voir que ça donne une formation de glaçon. Alors on peut peut-être essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a formation de glaçon. Normalement, quand vous comprimez un gaz, celui-ci, s'il ne peut pas relarguer son énergie d'une manière ou d'une autre, il va s'échauffer. De la même manière, si vous détendez un gaz, vous allez avoir que le gaz, la température du gaz aura tendance à diminuer. Or ici, il est en contact avec le mélange eau-glace qui impose sa température de 273 Kelvin. Et donc, si la température du gaz a tendance à diminuer, il va être en dessous des 273. Il va donc recevoir de l'énergie de la part de l'eau environnante pour remonter sa température jusqu'à 273. Donc, le gaz est en train de piquer de l'énergie thermique à votre système eau-glace. Et le système eau-glace réagit en formant de la glace, étant donné qu'il va aller dans un état pour lequel son énergie devient de plus en plus petite, et ce qui correspond donc à un état où il y a plus de glace de plus en plus de glace, de l'eau liquide qui se transforme en glace. Alors on va essayer de faire un bilan déjà pour faire déterminer la masse de glace qui est obtenue lors de l'opération. Donc si je prends comme système l'ensemble mélange eau-glace, donc et plus le gaz. Donc gaz, système diphasé, lui il est en évolution adiabatique. Donc le transfert thermique global qu'il reçoit est nul. Alors,
Ce qui veut dire que entre les deux, je vais avoir une évolution qui va être avec des transferts thermiques qui pourront juste aller entre le gaz et le système diphasé. Regardons déjà le gaz. Quelle est l'évolution du gaz? L'évolution du gaz, c'est une évolution isotherme, étant donné qu'à tout moment, on le laisse être en équilibre, hein, comme l'évolution est réversible, ça veut dire qu'elle est forcément quasi-statique. Si elle est quasi-statique, c'est qu'on attend tranquillement que l'équilibre soit effectué, et donc on impose une température de 273 Kelvin, d'où une évolution qui sera isotherme pour votre gaz. Si j'applique le premier principe, vous allez avoir que la variation d'énergie interne du gaz, c'est égal au travail reçu, le travail mécanique reçu par le gaz, plus le transfert thermique reçu par le gaz. Étant donné que l'évolution est isotherme et que j'ai un gaz parfait, U ne dépend que de la température, je reste à la même température, donc je reste avec la même énergie interne. J'ai donc une variation d'énergie interne qui forcément est nulle. Pour le travail du gaz, je peux le calculer et puis ça va s'écrire moins l'intégrale dP dV. Moins l'intégrale de P extérieur dV, mais sachant que je suis quasi statique, la pression extérieure c'est aussi la pression intérieure, et je suis en plus isotherme, donc je vais pouvoir sortir le nRT0 sur V dV, donc le V lui par contre il change toujours, et je me retrouve avec du moins nRT0 ln du volume final sur le volume initial. Étant donné que le produit PV est constant égal à nRT0, je peux écrire ce truc-là comme étant plus nRT0 ln de la pression finale qui est notée P2 sur la pression initiale qui est notée P1. Donc j'estime le travail du gaz, le travail reçu par le gaz, et le travail reçu par le gaz est négatif étant donné que le gaz est en train de pousser sur l'extérieur pour s'étendre, et parce que le rapport P2 sur P1 est inférieur à 1. Donc c'est bien ça. Par contre, le transfert thermique reçu par le gaz, ça va être l'opposé du travail du gaz, et lui il sera bien positif, parce que ce Ln est négatif, et donc moins 1 négatif, ça fait 1 positif. Donc le gaz reçoit un transfert thermique. Si je prends comme système le système diphasé, donc le système eau-glace, lui, son évolution, c'est une évolution isobare. C'est dans l'énoncé, il faut être à la pression atmosphérique pour avoir le changement d'état qui reste à 273 Kelvin. Et par contre, elle est aussi, pas adiabatique, mais le seul transfert thermique qu'il reçoit, c'est un transfert thermique depuis le gaz. Donc le transfert thermique reçu par l'eau, c'est l'opposé du transfert thermique reçu par le gaz. Le fait que l'évolution soit isobare, ça me dit que la variation d'enthalpie du système, c'est égal au transfert thermique reçu par le système. Donc c'est égal à moins Q gaz, donc en fait c'est égal au travail reçu par le gaz. Variation d'enthalpie qui va être négative. Or cette variation d'enthalpie, étant donné que je vais supposer qu'il y a une certaine masse de glace qui est formée, bah c'est moins la masse de glace fois l'enthalpie de fusion. Souvenez-vous, l'enthalpie de fusion est positive. Si je forme de la glace, et en fait je fais l'état inverse, la solidification, et la solidification, l'enthalpie de solidification, c'est l'opposé de l'enthalpie de fusion, d'où le moins qui est ici, et j'ai une expression qui est donnée comme ça, et donc je peux avoir la masse de glace qui s'écrit moins nRT0 sur l'enthalpie massique de fusion, ln de P2 sur P1, et comme dit, comme P2 est inférieur à P1, j'ai bien une masse de glace qui va être positive au final. Donc je forme une certaine masse de glace, on pourra faire l'application numérique à la limite si ça vous intéresse.
Moi, ce qui m'intéresse là maintenant, ça c'était juste le 1 pour avoir la masse de glace, j'aimerais avoir la variation d'entropie totale du système. Alors on peut déjà faire une prédiction. J'ai un système qui est isolé thermiquement, puisqu'on a mis de l'isolant thermique tout autour. Il n'y a pas de contact thermique avec l'extérieur. J'ai un système dont le gaz évolue de manière réversible et dont l'eau évolue par un changement d'état. Et j'ai dit que le changement d'état à pression constante se faisait de manière réversible. Donc j'ai une évolution réversible pour un système thermiquement isolé. Normalement, je devrais trouver delta S est égal à 0. Vérifions voir si ça fonctionne. Alors là, il vaut mieux pas mettre les valeurs numériques, parce qu'avec les approximations, on risque de tomber quelque chose de proche de 0, mais pas forcément 0, mais juste le voir de manière explicite, savoir si on obtient la bonne valeur. Donc pour obtenir ça, regardons voir la variation d'entropie du système. L'entropie, c'est une quantité qui est extensive. Donc là, j'ai deux sous-systèmes, le gaz d'un côté et le système déphasé de l'autre. Donc je peux dire que la variation d'entropie, c'est la variation d'entropie du gaz plus la variation d'entropie de l'eau. Donc du système déphasé au liquide plus glace. La variation d'entropie du gaz. Alors là, vous allez chercher là-dedans. L'évolution du gaz, c'est une évolution isotherme pour laquelle on connaît des informations sur la pression. On va donc utiliser plutôt cette expression-là. Donc ça me donne le Cp du gaz fois Ln du rapport des températures, c'est T0 sur T0, donc ça fera Ln de 1, c'est-à-dire 0, moins NR, Ln du rapport des pressions, donc P2 sur P1. Ça, c'est la variation d'enthalpie du gaz. Si je regarde la variation d'entropie, la variation d'entropie. Si je regarde la variation d'entropie de l'eau, là, j'ai un changement d'état. Si j'ai un changement d'état, j'ai une entropie de changement d'état qui va correspondre à la masse de glace multipliée par la variation massique de changement d'état lors de la solidification. Et la solidification, c'est l'opposé de la fusion. Donc en fait, ce truc-là, c'est moins la masse de glace multipliée par l'entropie de la variation d'entropie de fusion, l'enthalpie massique de fusion. Alors là, il faut retrouver l'autre variation qui va être donnée par ça. Et vous voyez que cette expression-là va être la variation d'enthalpie de fusion, donc le LF, la chaleur latente de fusion de la glace, divisé par la température. Donc ce delta S fusion, c'est LF divisé par T0. Bon, si je remets ça ensemble, je me retrouve, donc ce terme-là, il est nul, il part, donc je me retrouve avec un delta S qui vaut moins NR ln de P2 sur P1, moins, alors la masse de glace, donc du coup ça me fait un plus, nRT0 sur LF ln de P2 sur P1, donc ça c'est la masse de glace, moins la masse de glace, je multiplie par LF sur T0, vous voyez que le LF il se simplifie là, le T0 il se simplifie là, je me retrouve avec du plus NR ln de P2 sur P1, moins NR ln de P2 sur P1, et je retrouve bien que ma variation d'entropie de l'ensemble du système est nulle en tant que système thermiquement isolé qui évolue de manière réversible.